Bienvenue dans Tout bascule, je suis Peter Mertens. 80 ans après la libération, nous partons à Brendonck à la recherche des racines du fascisme. Pourquoi cette haine du fascisme envers le mouvement ouvrier? Et quelles sont les racines coloniales du fascisme? Dans la deuxième partie, je discute avec la vice-présidente de Médecine pour le Peuple et médecin généraliste Elisa Munoz Gomez de la fameuse ligne de délation pour les médecins que veut instaurer le gouvernement Arizona. Et enfin, nous parlerons de Donald Trump qui a lancé sa nouvelle guerre commerciale sous le nom de Jour de la Libération. Qu'est-ce qui pousse Trump à imposer des droits de douane élevés? Et pourquoi veut-il entraîner le monde dans une nouvelle guerre froide contre la Chine? Accrochez-vous, c'est parti pour un nouvel épisode de Tout bascule. Le monde bascule. Tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens, bienvenue dans Tout bascule. Il y a 80 ans, le 8 mai 1945, les troupes de l'armée rouge soviétique, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis mettaient fin au plus grand génocide planifié et mécanisé de l'histoire mondiale. Alors aujourd'hui, c'était très important d'être là pour une question de commémoration de toutes les horreurs qui sont déroulées ici à Brendonck et surtout pour que ça ne se reproduise jamais. Le jour férié est important pour que la société s'arrête et prenne le temps de mettre en avant l'importance de la lutte contre l'extrême droite, les idées d'extrême droite. Notre société a besoin de fraternité entre les êtres humains, de solidarité, et c'est pour ça qu'il faut que le 8 mai soit un jour férié. C'est le président de la CSC Enseignement qu'on entend ici, lors de la commémoration devant le fort de Brendonck. La CSC et la FGTB ont rejoint une alliance de syndicats, d'organisations et de personnalités de la société civile, de la culture et du monde académique. Ils veulent raviver la mémoire de l'antifascisme. Ensemble, ils ont lancé la coalition 8 mai. Leur objectif, faire du 8 mai, jour de la victoire contre le fascisme, un jour férié officiel en Belgique. Le fort de Brendonck a été utilisé par les nazis comme prison et comme camp de transit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au moins 303 personnes ont été assassinées ou sont mortes à Brendonck à cause des mauvais traitements, des tortures ou des privations. Voici l'histoire d'Arnold Brucker, jeune tailleur juif. Lui, il arrive au camp de concentration de Brendonck en juin 1944, donc au milieu de la guerre. Arnold Brucker doit fabriquer des cercueils. Et Fernand Wijs, un Waffen-SS flamand, lui montre un cercueil et lui dit « C'est exactement ta taille ». « C'est vrai, répond Brucker, mais n'oublie pas, on a exactement la même taille. » Fernand Wijs est le bourreau de Brendonck. Il a une vingtaine d'années, un menton carré, une tête dure à cuire. C'est un bagarreur originaire de Deurne. Il a suivi une formation SS en Allemagne, donc c'est un nazi fanatique. Un homme qui fait planter aux prisonniers leur propre poteau d'exécution. Ce n'est pas un Allemand, c'est un Flamand. Arnold Brucker, lui, est tailleur et juif. On a exactement la même taille, dit-il au bourreau de Brendonck, alors qu'il n'est qu'un petit prisonnier. Pour ces mots, il aurait pu être battu à mort, mais ces mots, Arnold Brucker les prononce comme acte de résistance. Et ça donne de l'espoir aux prisonniers du camp. Brucker contre Wijs, tailleur juif face aux bagarreurs de rue fanatique. Avant les cercueils qu'Arnold Brucker devait construire, il y a eu des élections. Pendant ces élections, le grand leader avait eu tout l'espace médiatique. Des élections pleines de fausses promesses, des élections à moitié gagnées par le NSDAP, le parti nazi allemand, complètement perdu par les gens qui y croyaient. De simples Flamands et Wallons se sont reconvertis en Waffen-SS, en bourreaux des camps et en soldats du front de l'Est. Mais avant ça, il y a eu de belles promesses. Du VNV, du Verdinazo, de Rex, les partis fascistes avant la guerre. Ils avaient promis que la pauvreté, la faim et la misère du petit peuple, tout ça serait fini si le judéo-marxisme était vaincu. Si les juifs et les marxistes
disparaissait, ce serait le paradis sur terre. Mais il n'y a pas eu de paradis, il y a eu la terreur. Et les 12 années du règne de terreur nazi ont tué au moins 55 millions de personnes. Des millions de juifs ont été assassinés par la folie raciale, le racisme. Des centaines de milliers de communistes, partisans, de syndicalistes, roms et de dissidents ont été assassinés. Et 25 millions de civils et de soldats de l'Union soviétique ont été tués au nom de l'anticommunisme. La majorité d'entre eux, entre 16 et 18 millions de citoyens soviétiques, ne sont pas morts au combat, non. Ils ont été tués de manière atroce en territoire occupé. Le fascisme et le nazisme, c'est de la violence. Une violence organisée et planifiée. Ça a toujours été comme ça. On ne peut pas comprendre le fascisme et le nazisme sans comprendre son caractère contre-révolutionnaire. Et pour ça, il faut revenir à la fin de cette autre guerre mondiale, la première guerre mondiale, celle de 14-18. À la fin de cette guerre, c'est la faim, la pauvreté et la misère qui règnent. Des millions de fils d'ouvriers et de paysans sont dévorés par la machine à viande de la guerre. Une guerre menée dans l'intérêt du grand capital et pour se partager le monde. Un peu partout en Europe, les peuples sont à bout. Ils veulent autre chose. Inspirés par la révolution d'octobre de 1917 en Russie, les ouvriers, les soldats et les paysans se soulèvent en masse. Le soulèvement le plus spectaculaire, c'est en Allemagne. En novembre 1918, à la fin de la guerre, des millions d'ouvriers et de soldats se révoltent. Ils s'organisent en des milliers de conseils d'ouvriers et de soldats. C'est ce qu'on appelle la révolte de Spartacus. Et ils réclament le socialisme. La République des conseils est proclamée dans l'État allemand de Bavière, et puis en Hongrie l'année suivante. Les travailleurs se révoltent aussi en Finlande et en Autriche. En Italie, s'ensuivent 2 années rouges, le Biennio Rosso, avec des grèves de masse, des occupations d'usines et des conseils ouvriers à Turin et à Milan. Le fascisme, c'est la réponse violente du capitalisme à ces soulèvements ouvriers. En Italie, par exemple, les grands propriétaires terriens et les industriels donnent l'argent et des armes aux voyous fascistes Mussolini, les chemises noires, pour casser le mouvement ouvrier et attaquer les syndicats. Le fascisme italien naît de la répression du mouvement ouvrier. La même chose se produit en Allemagne. Les grands propriétaires terriens et les industriels allemands donnent de l'argent aux Freikorps, des groupes armés d'extrême droite, composés d'anciens soldats qui reviennent de la guerre. Le gouvernement leur donne carte blanche pour écraser la révolte spartakiste. Et c'est ce qu'ils font avec l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg le 15 janvier 1919. Plus tard, Adolf Hitler reprend les méthodes, les structures et même de nombreux membres de Freikorps. Il les intègre dans ses propres brigades, la Sturmabteilung ou SA. Et cette SA sème la terreur dans les rues. Ils s'en prennent aux syndicalistes, aux socialistes, aux communistes. La SA devient le bras armé du fascisme. Le fascisme et le nazisme ont toujours été contre le mouvement ouvrier. Toujours. Dès leur naissance. La contre-révolution et l'anticommunisme, voilà les bases du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne. Et quand Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933, la répression contre le mouvement ouvrier s'accélère encore. Le 2 mai, les troupes SA et SS occupent tous les bureaux syndicaux en Allemagne. Ils confisquent tout. Ils arrêtent des milliers de syndicalistes et de militants communistes. Les syndicats sont interdits et dissous. À la fin de l'année 1933, près de 27 000 opposants politiques sont déjà enfermés dans des camps de concentration et parmi eux, de nombreux syndicalistes. On était avec un groupe de syndicalistes qui a visité le fort et c'est important de se rendre compte que les syndicalistes sont parmi les premières cibles
de l'extrême droite. On le voit à l'époque des nazis, les syndicalistes, les communistes, les socialistes, c'était les premiers à être enfermés dans les camps. Et maintenant, on voit aussi à l'heure actuelle que les syndicats sont en ligne de mire des partis de droite et d'extrême droite. Ça, c'est un syndicaliste qui le dit lors de la commémoration devant le fort de Brennung. Le nazisme, c'est la violence barbare. Contre des centaines de milliers de communistes partisans, de syndicalistes ronds, de Sinti, d'handicapés, de libéraux, de gays et de lesbiennes, de tziganes et beaucoup d'autres encore. Le nazisme, c'est aussi le génocide planifié et mécanisé de 6 millions de juifs. Mais ce que beaucoup oublient aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le premier génocide commis par l'Empire allemand. Bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne appliquait déjà dans ses colonies des méthodes qui allaient devenir la marque de fabrique du nazisme. Pour bien comprendre, nous devons revenir à la conférence coloniale de Berlin en 1884, où les puissants européens se partagent le monde comme si c'était un gâteau. C'est à ce moment-là que le roi belge Léopold II met la main sur le Congo pour en faire sa propriété personnelle. Et l'Allemagne, elle, s'empare de l'Afrique du Sud-Ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie. Là, il y a de l'espace, du bétail, des ressources. Mais il y a un problème pour les colons allemands. Cette terre est déjà habitée par les Herero et les Nama. L'Allemagne a besoin de plus d'espace pour vivre. C'est ce qu'on appelle le Lebensraum. Déjà à ce moment-là. Et on lit noir sur blanc. Nous ne pouvons occuper cet espace que par la violence, aux dépens des races inférieures. Ça se dit déjà à ce moment-là. Les Herero, peuple autochtone de Namibie, ne se laissent pas faire. Ils se révoltent. Berlin, on voit alors le général von Trotha, réputé pour sa brutalité. En octobre 1904, il donne l'ordre de détruire tous les Herero. Tous. La population est enfermée dans des camps de concentration, comme celui de Shark Island en Namibie. Là, les gens sont numérotés comme du bétail, forcés à travailler pour des grandes entreprises allemandes. Et ils meurent en masse de maladies, d'épuisement, de mauvais traitements. Un historien décrit ce camp de concentration comme le précurseur d'Auschwitz. L'Afrique a été un terrain d'essai, un laboratoire pour des méthodes génocidaires qui, plus tard, seront utilisées en Europe. Ce que les nazis ont mis en place, les camps, les déportations, les exterminations de masse, ce n'était pas nouveau. C'était une pratique coloniale ramenée au cœur de l'Europe. Entre 1904 et 1908, l'Empire allemand a commis le premier génocide du XXe siècle en Namibie. Sous l'empereur Guillaume II, près de 80 000 Herero et Nama ont été tués par la faim, par les balles ou par le travail forcé. Le fascisme est né de la contre-révolution contre le mouvement ouvrier. Il est né de la haine du communisme. La violence du fascisme est née de la colonisation et du racisme. Ceux que le général von Trotha appelait Unmenschen en Afrique, des non-humains, les nazis les appelleraient plus tard Untermenschen en Europe, des sous-humains. Si on se tait, on est complice. Ce sont des mots forts du secrétaire général de la FCTB, Bert Engelhard, lors de la commémoration du 8 mai de cette année à Brindong. Aujourd'hui encore, des civils sont ensevelis sous les décombres. Des enfants sont la cible des armes des superpuissances. Le langage de la guerre redevient normal. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis Brendong, je m'adresse à notre gouvernement, à ceux qui détiennent le pouvoir, à ceux qui se taisent là où il faut parler, à ceux qui ont déjà parlé. La Belgique ne doit pas être un pays qui commémore en mai et se tait en juin. Un pays qui honore les morts, mais qui abandonne les vivants. Je vous le demande, messieurs les ministres, messieurs les premiers ministres, messieurs les députés, quelle est votre position? Quelle est la position de la Belgique alors que des hôpitaux sont bombardés? Quand des millions de personnes sont laissées à la dérive par la guerre? Quand des enfants perdent leurs parents au nom de la sécurité? Le message du 8 mai est clair.
Si vous restez silencieux, vous êtes complice. Je vous demande, non, j'exige, au nom de tous ceux qui sont ici aujourd'hui, parlez, choisissez votre camp, faites preuve de courage, aimez, pas seulement en parole, mais en politique, en diplomatie, en humanité. La Belgique ne doit pas être un pays qui commémore en mai et qui s'éteint en juin. La Belgique ne doit pas être un pays qui parle avec des mots, mais qui se tait dans ses actes. La Belgique ne doit pas être un pays qui honore les morts, mais qui abandonne les vivants. Ce sont des mots forts de la part du secrétaire général de la FCTB. La Palestine est la Namibie d'aujourd'hui. Et ceux qui se taisent ne devraient pas dormir sur leurs deux oreilles. Avant le fascisme et la barbarie, il y a des mots. Des mots dits par des gens respectables en costume. Des mots qui refusent de dire qu'un génocide est un génocide. Avant le fascisme et la barbarie, il y a le silence. Le silence de celles et ceux qui détournent le regard depuis trop longtemps. Et avant la résistance et la libération, il y a ne pas accepter, ne pas détourner le regard, ne pas se taire. Plus jamais le fascisme, plus jamais la guerre, plus jamais le silence. Voilà le message 80 ans après la libération. Dans la deuxième partie de Tout bascule, je parle avec le docteur Elisa Munoz Gomez de la ligne de délation que le gouvernement Arizona veut instaurer pour les médecins. Le ministre de la Santé, Frank van den Broeke de Vooruit, veut instaurer une ligne de délation. Une ligne de délation où les employeurs pourraient dénoncer des médecins qui feraient soi-disant trop de certificats. Donc c'est quoi cette histoire de ligne de délation? Et comment, en fait, ça se fait qu'il y a 500 000 travailleurs malades de longue durée dans notre pays? J'en parle avec Elisa Munoz Gomez. Elisa est médecin généraliste à la Louvière et vice-présidente en médecine pour le peuple. Bienvenue, Elisa, à Anvers. Merci beaucoup, Peter. Voilà, Elisa, le gouvernement a conclu il y a quelque temps son accord de Pâques et une des mesures les plus frappantes vient du ministre Van den Broeke de Vooruit. Donc lui, il veut mettre en place une ligne de délation où les employeurs pourraient dénoncer les médecins qui feraient soi-disant trop de certificats. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Elisa, quand tu as entendu cette mesure? Je dois dire, Peter, que ma première réaction, c'est la colère, comme beaucoup de mes collègues médecins généralistes. Parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais on est en train de parler d'employeurs qui pourraient dénoncer des médecins sur base d'aucune information médicale, des certificats que ces médecins ont faits. Donc c'est vraiment grave, on est vraiment en train de switcher vers une manière de voir le fait de soigner les patients et que ce n'est pas en fait soigner, c'est contrôler et sanctionner. Et justement, ça me fait penser à un cas qu'on a eu ici à la maison médicale il y a quelques mois. Donc j'ai reçu une lettre en fait de l'ordre des médecins qui m'expliquait que l'employeur de mon patient avait des doutes quant à la validité du certificat d'incapacité de travail que j'avais fait. Et l'ordre des médecins me demandait de constituer alors tout le dossier médical du patient pour pouvoir justifier pourquoi est-ce que j'avais fait ce certificat. Et donc, comme ça, tu sais, Peter, ce patient, en fait, il a 53 ans. Il a été chauffeur-livreur poids lourd toute sa vie. Et il y a un an, il a eu un accident de travail très grave. Il déplaçait les cabines, tu vois, les cabines de WC portables. Et donc, une de ces cabines est en fait tombée sur lui, sur ses deux genoux et sur son pied. Et il a dû rattraper la cabine avec ses mains, où ça a eu vraiment aussi un impact sur son dos. Et donc, depuis, il a développé de l'arthrose au niveau des genoux et vraiment le cartilage usé par le travail d'une part, mais aussi par l'accident de travail. Et donc, aujourd'hui, il est effectivement sur la mutuelle. Mais donc cet employeur, il a non seulement interpellé l'ordre des médecins pour que l'ordre m'interpelle, mais il a aussi appelé plusieurs fois mon patient pour lui mettre la pression sur le fait qu'il était de nouveau sur la mutuelle et en certificat d'incapacité de travail. Et donc oui, c'est très grave en fait.
Et Lisa, ça change aussi ton rôle dans la société, en fait, hein, parce que je m'imagine que toi, tu as fait les études de médecine pour une autre raison que contrôler les patients. Ben oui, parce que je pense que moi, comme aussi beaucoup de médecins généralistes, j'ai fait ces études de médecine parce que j'aime les gens, parce que je veux soigner les gens, je veux me mettre au service des gens, parce que j'ai aussi un amour pour la science, pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce métier, pas pour contrôler et sanctionner nos patients. Et au niveau de climat qu'on est en train de créer, est-ce que tu dirais qu'on est en train de créer un climat de méfiance ou comment tu le vois? Oui, tout à fait. On est vraiment en train d'essayer de mettre dans la tête que tous les patients sont des suspects, que tous les patients sont potentiellement des menteurs et qu'on doit se méfier de nos patients, ce qui est évidemment super mauvais dans la relation thérapeutique. Donc moi, pendant mes études, on m'a appris que pour correctement soigner les gens, il y a un triangle, il y a 3 facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est le patient lui-même, qui est quand même au centre du traitement. Qu'est-ce que le patient peut accepter comme traitement? Dans quelles conditions il vit? Il travaille? Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la science. Nous, on veut se baser sur les études scientifiques. C'est quoi le meilleur traitement pour mon patient aujourd'hui? Et le troisième facteur, c'est mon expérience comme médecin généraliste. Il y a des choses que j'ai vues plus dans les dernières années. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Et ici, le gouvernement actuel, il veut nous rajouter un 4e facteur qui est la peur d'être sanctionné, la peur d'être contrôlé. Et donc, quand moi, je discute avec mes patients pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quel certificat on doit faire, j'ai dans ma tête une alarme qui me dit « Attention, si tu mets un certificat, tu vas peut-être être contrôlé et tu vas même peut-être être sanctionné par le gouvernement. » Et donc, c'est complètement dingue. Ça met complètement à mal la relation thérapeutique. Ça se discute entre médecins parce que ces mesures-là doivent avoir un impact énorme sur les médecins. Est-ce que ça se discute chez Médecine pour le Peuple, par exemple? Ben oui, on a beaucoup de réunions aussi médicales et briefings entre médecins pour parler des cas. Et on est tous évidemment très choqués par ces mesures, mais aussi parce qu'on le voit dans nos cabinets tous les jours. Les travailleurs, c'est 500 000 travailleurs malades. Derrière, il y a des gens, il y a des histoires, il y a des parcours de vie. Et en fait, dans 2 tiers des cas, Peter, 2 tiers des cas, ces gens sont malades à cause des conditions de travail. Ils ne sont pas malades pour d'autres raisons. Ça, c'est un chiffre énorme, en fait, parce que notre pays compte 500 000 travailleurs malades de longue durée. C'est déjà un chiffre énorme. Et toi, tu dis, Elisa, que 2 tiers de ces 500 000 travailleurs malades, la raison, c'est en fait le boulot. Exactement. Et en fait, dans ces deux tiers, tu as en gros 1 tiers pour des raisons de santé mentale, donc du stress, l'intensité qui augmente au travail, la perte de sens qui fait qu'on a beaucoup plus d'épuisement professionnel. On a eu 46% de plus d'épuisement professionnel dans les 5 dernières années. C'est énorme. Quand on a une explosion comme ça de problèmes de santé mentale, c'est pas un problème individuel, c'est un problème structurel. Ça vient justement les conditions de travail qui ont évolué ces 10 dernières années. Épuisement mental, ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, tu craques. Qu'à un moment donné, la tension, la pression sur le lieu de travail est tellement importante que tu craques. Et je vais te parler par exemple d'une patiente que j'ai eue il y a quelques jours qui m'a particulièrement touchée. C'est Lise. Donc Lise, elle est venue en fait dans mon cabinet en me disant « Voilà, Elisa, j'ai eu une crise de panique la veille. Je savais plus, j'ai fait tomber mon GSM, j'étais en pleurs, je savais plus ce qui m'arrivait. Et en creusant un peu, je me rends compte que dans la boîte de Lise, en fait, 4 employés sur 30 ont été licenciés, mais que la charge de travail n'a pas diminué. Et donc, je me rends compte au fur et à mesure qu'elle souffre d'un épuisement professionnel. Et donc, on met certaines choses en place, dont un certificat d'incapacité de travail. Mais donc, oui, on parle de ces gens, quand on parle des malades de longue durée, on parle de personnes de vécu. Parce que toi, tu dis, Elisa, à juste titre, tu pars des gens, tu pars des histoires et des situations concrètes. De l'autre côté, il y a un langage qui est introduit dans la politique pour dire que ils sont tous des profiteurs. Et moi, je me demande, Elisa, ce genre de langage, quel effet ça a sur tes patients? Mais c'est très grave et ça a un effet où en fait ça les rend encore plus malades. Parce que si on reprend le même cas de Lise, donc elle a reçu un formulaire de la mutuelle qui, après justement les patients qui sont en épuisement professionnel, la mutuelle envoie un formulaire avec certaines questions, dont des questions: comment tu te sens par rapport à tes collègues, est-ce que tu te sens coupable, c'est quoi la charge de travail quand tu vas revenir. Et donc c'est toutes des questions orientées pour culpabiliser
encore plus la personne qui est malade. Et donc si en plus on ajoute à ça un discours dans la société qui se développe, qui est de dire qu'en fait quand tu es malade, tu n'es pas vraiment malade, que tu es un menteur, un profiteur, c'est évidemment super nocif pour la guérison, pour tout le processus de guérison. Et ça fait aussi concurrence, je m'imagine, entre les travailleurs, parce qu'on dit que une partie des travailleurs sont des profiteurs, etc. Donc, comment toi, tu vois ça de manière sociétale? Je vois surtout que c'est un cercle vicieux, parce que comme tu dis, c'est monter les uns contre les autres, et on oublie complètement qui est le premier responsable de ces situations. Et donc, il faut savoir que l'employeur est le premier responsable de garantir des bonnes conditions de travail aux travailleurs et la sécurité au travail, et que c'est le premier à être absent complètement de l'accord du gouvernement concernant sa responsabilité dans les conditions de travail. Certains disent aussi, Elisa, qu'il y a un lien entre l'évolution des conditions de travail d'une part et l'augmentation des maladies de longue durée d'autre part. Comment toi tu le vois? On le voit que dans nos cabinets, il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale, mais aussi de tendinopathie, mal de dos, etc. Je vais te parler d'une autre patiente, Héloïse, qui est caissière au Lidl, qui a 40 ans, elle a une petite fille, Léa, de 5 ans. Héloïse est venue il y a 2 ans chez moi avec des douleurs au niveau des poignets. Donc très vite, ça a été le diagnostic, tendinite du poignet. Et donc pendant 2 ans, elle a fait des allers-retours comme ça dans mon cabinet. Quand elle n'en pouvait plus, on lui mettait 2-3 jours de certificat. Et donc aujourd'hui, Héloïse, elle est dans les 500 000 malades de longue durée. Mais donc pendant 2 ans, en fait, Héloïse a été travaillée malade. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle n'en peut plus. L'histoire d'Héloïse et toutes les autres histoires, on a l'impression aussi que le gouvernement, ceux qui prennent toutes ces mesures, qu'ils sont très éloignés d'Héloïse et des histoires concrètes. Comment toi tu le vois? Je vois qu'ils sont complètement hors sol, ils sont complètement hors réalité. C'est comme une patiente qui a été mise en dehors de la mutuelle par une lettre qu'elle a reçue par la poste, une lettre. Comme ça, un jour, elle a ouvert sa boîte aux lettres, elle a ouvert la lettre et on lui dit « À partir de la semaine prochaine, tu n'auras plus d'allocation, tu ne seras plus payé, tu es viré de la mutuelle, sans un rendez-vous, sans un appel téléphonique, rien. » Et donc aujourd'hui, cette patiente qui a 4 enfants, dont un petit qui n'a pas de place à la crèche, elle est censée trouver du travail le jour d'après. Mais c'est évidemment impossible, on ne tient pas compte de la situation réelle de cette patiente. Tu t'attends à quoi encore avec la politique du nouveau gouvernement? Mais ce qui m'inquiète aussi beaucoup, c'est que non seulement il y a cette ambiance permanente de vouloir culpabiliser et suspecter en fait les médecins, les patients, mais qu'il y a aussi toute une série de mesures qui sont en train de mettre en place qui rend les gens plus malades. Le fait par exemple de généraliser le travail de nuit, c'est extrêmement grave, Peter. Ça donne énormément de conséquences sur la santé, des troubles du sommeil, du diabète, de l'hypertension. Et le gouvernement veut généraliser ça à tous les secteurs. Donc ce qu'il va faire, c'est en fait augmenter le nombre de malades de longue durée. Donc tout le contraire, parce qu'eux ils disent on veut résoudre cette question, mais toi tu lui dis maintenant avec ces mesures-là, on va avoir encore beaucoup plus de problèmes. Tout à fait, tout à fait. Et donc s'il y a une mesure que toi tu pourrais enlever, ça serait laquelle? Si je pouvais enlever une mesure, ce serait vraiment le fait d'obliger tout le monde à travailler jusqu'à 67 ans. Je le vois vraiment dans mon cabinet, c'est impossible pour la majorité de mes patients. Déjà, dans les métiers comme dans les petits services, nettoyage, l'aide à la personne, la construction, c'est impossible de travailler jusqu'à 67 ans. Et donc, en fait, on voit, c'est des vases communicants. Quand on a commencé à enlever le droit à aller à la prépension, il y a quelques années, on a vu comment tous ces travailleurs-là se sont retrouvés sur la mutuelle. Et donc, on est en train de créer des vases communicants entre la pension, les mutuelles, le CPAS, etc. Et on n'est pas en train de réintégrer les gens au travail. Non, bien au contraire, parce que le gouvernement veut imposer plus de sanctions pour les travailleurs malades de longue durée. Par exemple, s'ils ne remplissent pas un formulaire, les travailleurs risquent de perdre 10% de leur allocation, qui n'est pas tellement haute pour le moment. Et s'ils ratent 2 rendez-vous avec le médecin, ils risquent carrément de perdre l'intégralité de leur allocation. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de cette politique-là? Mais c'est très frustrant parce qu'on le voit, les sanctions ne fonctionnent pas. Les sanctions ne font pas que les gens vont retrouver un travail et vont soudainement pouvoir retrouver un travail adapté. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de travail adapté et qu'il n'y a pas de trajet de réintégration qui permettent une réelle intégration au travail. Donc c'est par exemple, comme le disent les mutuelles, il y a
3 grands critères pour faire en sorte qu'un trajet de réintégration du travail soit efficace. C'est-à-dire que le trajet de réintégration, il doit être sur base volontaire. Ça, c'est la première chose qui est très importante. On ne peut pas obliger un travailleur à réintégrer un travail. La deuxième chose, c'est que ça doit être au niveau médical possible. Ça veut dire que le patient doit être guéri. Ça paraît quand même logique. Et le troisième critère, c'est que ce soit un emploi stable et de qualité. Et donc, si ces 3 critères sont réunis, c'est ça qu'on doit réunir pour justement réintégrer les gens au travail. Donc, on entend aussi que tout le monde est responsabilisé. Le gouvernement dit oui, mais tout le monde est responsabilisé. Les médecins sont responsabilisés, les mutualités sont responsabilisées, les travailleurs sont responsabilisés. Mais qu'en est-il des employeurs, Elisa? Est-ce qu'eux aussi sont responsabilisés? Eh ben, pas du tout. D'ailleurs, il suffit, c'est quand même long, mais les 206 pages de l'accord du gouvernement, il n'y a pas une ligne sur la responsabilité concernant les conditions de travail. Pas une ligne, alors que c'est quand même les premiers. Et donc, on essaye de nous faire croire qu'en fait, on est tous au même niveau et qu'on doit se mettre autour d'une table et discuter de comment est-ce qu'on va réintégrer les malades de longue durée. Mais les premiers responsables qui est autant de malades de longue durée, ce sont les employeurs, c'est les conditions de travail. Et donc, c'est à ça qu'on doit s'attaquer, avoir des mesures de prévention, avoir des analyses de risques sur les lieux de travail via les CPPT, etc. D'autres arguments qu'ils utilisent, c'est tout ça coûte trop cher, Elisa, c'est pas possible et tout. Il faut activer les gens, le discours qu'il n'y a pas d'argent pour une vraie politique de réintégration. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? La première chose que je réponds, j'ai lu, je pense que c'est hier dans le soir, qu'on n'était pas bon au niveau budgétaire avec le gouvernement actuel parce qu'on décide de mettre des milliards dans l'armée et dans l'armement. Ça, c'est quand même la première chose qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on dit qu'on n'a pas d'argent pour la sécurité sociale, mais on a de l'argent pour l'armement. La deuxième chose qui va faire en sorte qu'on soit sain au niveau économique, c'est que les gens participent à la société. Mais pour ça, il faut que ce soit possible pour les gens de participer à la société. Et on est aujourd'hui dans une logique où c'est l'humain qui doit s'adapter au travail. Mais non, le travail doit s'adapter à l'humain. On doit pouvoir donner des emplois qui soient de bonne qualité pour permettre aux gens de rester en bonne santé en travaillant. Et c'est quoi l'alternative si Elisa Munoz Gomez serait ministre de la Santé? Qu'est-ce que tu ferais comme politique d'alternative? Je pense que la première chose, c'est qu'on doit absolument faire machine arrière sur toutes les attaques concernant les conditions de travail. Et donc, on doit arrêter les flexi-jobs, arrêter les contrats précaires. On le voit dans la jeunesse, l'insécurité de l'avenir, c'est ce qui provoque le plus de problèmes de santé mentale. Et donc, on doit pouvoir garantir un travail stable pour les gens et en sécurité, et qui respecte l'être humain et qui respecte la nature. C'est ça la seule voie possible si on veut aller de l'avant. Pour conclure, Elisa, tu es vice-présidente de Médecins pour le Peuple, une initiative impressionnante partout en Belgique, parce que dans votre mission statement, il y a écrit « On prend le temps pour les gens, pas seulement pour les soigner, mais aussi pour les émanciper ». Donc, pourquoi c'est tellement important cette vision sur la santé dans toute la société? Nous, un peu la vision qu'on a, c'est effectivement, comme tu l'as dit, Peter, on pense que c'est les gens qui vont être le moteur de ce changement, que c'est les gens qui vont être le moteur de cette lutte qui est en train de se développer pour des meilleures conditions de travail et qui respectent l'humain. Et donc, on veut vraiment partir de la réalité des gens, que ce soit les gens qui soient acteurs de tout ça. Elisa Munoz Gomez, merci beaucoup pour cette Merci interview. À toi, Peter. Merci. Dans la troisième partie du podcast, je traverse l'océan pour parler de la guerre commerciale que le président Trump mène contre le reste du monde. Le 2 avril, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé une guerre tarifaire comme on n'a jamais vu. Depuis les jardins de la Maison-Blanche, il brandit maladroitement un grand panneau. Il est écrit « tarif réciproque » pour tout le reste du monde. Trump appelle ce moment le jour de la libération. Et l'image de cette annonce sera peut-être un jour dans les manuels d'histoire. Liberation Day, le jour de la libération, Trump l'appelle. Le jour où il impose des droits d'importation au monde entier. L'Europe se voit imposer des droits de douane de 20%. Le Vietnam, 46%. La Thaïlande, 36%, l'Inde, 26%, la Chine, 34%, etc. La réponse de Pékin ne se fait pas attendre.
Le 4 avril déjà, la Chine réplique avec un contre-tarif de 34% sur les importations américaines. La guerre commerciale s'intensifie. Et Trump finit même par porter les droits de douane sur les produits chinois à 145%. Mais au fait, c'est quoi un tarif? C'est des taxes à l'importation. Concrètement, une taxe que vous devez payer quand vous importez un produit de l'étranger. Prenons un exemple. Un panneau solaire fabriqué en Chine. Ça coûte $200. Si un tarif de 145% s'applique, l'importateur américain doit payer $490 au lieu de $200. C'est donc beaucoup plus que le double. Un tarif, c'est une arme économique et souvent, quand un pays impose une taxe, l'autre pays riposte avec une contre-taxe. Résultat, on se retrouve dans une guerre commerciale croissante. Dans cette guerre économique, la question n'est pas juste d'être le plus fort, il s'agit aussi d'affaiblir l'adversaire. Après l'annonce de Trump, les marchés financiers paniquent. Ils craignent que la guerre commerciale de Trump nuise à la croissance mondiale. Certains osent même prononcer le mot qu'on redoute tous. Une récession. Les analystes affirment que la probabilité d'une récession mondiale augmente, explique l'expert en économie du journal The Economist. Il fait référence à JP Morgan, une des institutions financières les plus importantes et les plus influentes au monde, qui affirme que le risque de récession est déjà passé à 60% cette année. Même si Trump devait faire marche arrière maintenant, il a déjà causé des dommages durables à l'économie mondiale. Peut-être sous la pression des marchés, Trump annonce le 9 avril une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers, mais pas pour la Chine. Les marchés soufflent un peu, une semaine de chaos se termine pour l'instant. Mais où en sommes-nous maintenant? Même avec une pause, 4 problèmes restent sur la table. 1. Les tarifs les plus élevés n'ont pas été annulés, juste reportés de 90 jours. Le 8 juillet, nous verrons ce qui se passera pour la suite. 2. Trump a placé l'économie américaine, la plus grande au monde, derrière le plus grand mur tarifaire depuis 1934. Selon l'agence de presse Bloomberg, le tarif moyen des importations américaines s'élève aujourd'hui à 24%. C'est 12 fois plus qu'au début de la présidence de Trump. 3. Trump a sapé la confiance dans l'économie américaine. Et 4. Au moins d'une semaine, Trump a dynamité les relations commerciales entre les 2 plus grandes économies de la planète. En une semaine, l'Organisation mondiale du commerce nous dit que la guerre tarifaire pourrait réduire les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine de 80%. 80%. Déjà aujourd'hui, le volume des bateaux cargo en provenance de Chine et à destination des États-Unis a déjà chuté de 2/3. Le plus grand mur tarifaire depuis 90 ans. La confiance qui s'effrite et des relations commerciales en chute libre entre les 2 plus grandes nations du monde. Ce n'est pas rien. Trump est complètement à côté de la plaque, commente la presse européenne. Il est devenu fou. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Cette guerre tarifaire cache quelque chose de plus vaste. Une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Une guerre froide dans laquelle Washington veut entraîner tout le monde. Il faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont l'habitude de dominer le monde grâce à leur puissance militaire, économique et politique. Mais aujourd'hui, ils font face à leur plus grand rival, la Chine. Jamais dans leur courte histoire impériale, les États-Unis n'ont connu de plus grand adversaire que la Chine. Et Washington ne veut pas perdre sa place au sommet. Washington veut continuer de dominer. Et ça crée un conflit. Écoutez Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, le ministre américain des Affaires étrangères,
parce qu'il explique bien. Le Parti communiste chinois, qui dirige la République populaire de Chine, est un adversaire quasi égal, le plus puissant et le plus dangereux auquel notre pays ait jamais été confronté. Il possède des éléments que l'Union soviétique n'a jamais eus. Ils sont un adversaire technologique, un rival industriel, un rival économique, un rival géopolitique et aussi un challenger scientifique à tous les niveaux. C'est un défi extraordinaire. Je crois que ce sera la bataille qui définira le XXIe siècle. Voilà. Pour Marco Rubio, c'est clair. La bataille contre la Chine est la bataille du XXIe siècle. Aujourd'hui, la Chine construit les usines les plus modernes au monde. Elle est en tête dans toute une série de technologies clés. Batteries, voitures électriques, panneaux solaires. Elle domine l'approvisionnement mondial en lithium, en cobalt, en graphite, des matières premières indispensables pour la transition énergétique. La Chine possède aussi le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde. Ils ont 40 000 km de voies et les trains roulent à 350 km/h. Les vols intérieurs sont massivement remplacés par des voyages en train plus rapides, plus écologiques et moins chers. La Chine est aussi en avance dans la 5G, les télécoms et l'intelligence artificielle. Des centaines de millions de Chinois payent depuis des années avec leur smartphone via Alipay ou WeChat Pay. Et le gouvernement teste sa propre monnaie numérique à grande échelle. La Chine montre que le leadership technologique, ce n'est pas seulement les puces et les data, c'est aussi comment on se déplace, comment on consomme l'énergie, comment on vit et comment on paye. Que ça nous plaise ou non, l'équilibre économique mondial est en train de basculer et il bascule vers l'Asie. Barack Obama, président américain, l'avait déjà compris il y a 14 ans. En 2011, il lance ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie, une nouvelle stratégie américaine. Tourner le dos au Moyen-Orient, regarder vers l'Est. Un virage militaire, surtout militaire, mais aussi économique. Dès cette époque, les premiers tarifs stratégiques contre la Chine sont lancés. Le premier gouvernement de Trump qui succède à Obama continue la confrontation avec des droits de douane et des attaques directes contre des entreprises comme Huawei. Après Trump 1 vient le président Biden. Et lui ne fait pas marche arrière. Il conserve les droits de douane, mais il change de méthode. Au lieu de sanctions, il mise sur les subventions. Avec la loi sur la réduction de l'inflation, il veut relocaliser l'industrie stratégique aux États-Unis. Ça veut dire que la nouvelle guerre tarifaire de Trump 2 s'inscrit dans ce contexte plus large. L'élite américaine réagit à la montée en puissance de la Chine. Elle veut contrer son propre déclin en dissociant les États-Unis de la Chine. Aujourd'hui, les droits de douane entre la Chine et les États-Unis sont si élevés que les échanges entre les deux pays sont presque à l'arrêt, sont presque morts. C'est comme un confinement, un lockdown Covid. Et l'impact du découplage entre les États-Unis et la Chine est difficile à imaginer. Non, Trump ne s'est jamais vraiment soucié des intérêts des travailleurs américains. Pendant son premier mandat, il a passé 4 ans à affaiblir les syndicats, à baisser les impôts des riches, à démanteler les lois qui protègent les travailleurs. Et pourtant, il a vendu du rêve à ses électeurs, le rêve nostalgique d'une renaissance industrielle aux États-Unis. C'était surtout une question stratégique. Trump affirme que ces droits de douane l'aideront à stopper le déclin impérial des États-Unis. Et ça, par 2 moyens. Premièrement, il veut rapatrier les secteurs stratégiques aux États-Unis. Et deuxièmement, il veut retirer les secteurs non stratégiques des mains de la Chine. C'est le double objectif de ces tarifs douaniers. Premièrement, ramener des secteurs stratégiques aux États-Unis. L'armement, les médicaments, les semi-conducteurs, les machines qui les fabriquent. Pour Trump, imposer des taxes sur les importations permettra de relocaliser cette production et de créer de nouveaux emplois. Peut-être, parce que ce sont surtout des industries de haute technologie très spécialisées
avec un nombre d'emplois très limité. Oui, des nouveaux emplois seront créés, mais pas en masse. Et surtout, il faut des travailleurs hautement qualifiés. Deuxième objectif de Trump, utiliser les droits de douane pour déplacer la production de biens non stratégiques de la Chine vers d'autres pays à bas salaire, sur lesquels, oui, les États-Unis exercent un contrôle. Ils veulent ainsi réduire la dépendance américaine vis-à-vis de Pékin. Selon le président américain, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de faire pression sur tous ces pays en imposant des droits de douane et après, puis annoncer une pause pour forcer à conclure des accords. Par exemple, il veut forcer des pays comme le Vietnam à mettre en place une production à bas salaire en fonction des chaînes d'approvisionnement américaines. Mais là encore, la question est de savoir combien de pays sont prêts à jouer le jeu de Trump et à se dissocier réellement de la Chine. Donc, rapatrier les secteurs stratégiques aux États-Unis et retirer les secteurs non stratégiques des mains de la Chine, tel est l'objectif de Trump. En bref, on ne peut pas comprendre la guerre tarifaire de Trump sans comprendre la guerre froide que les États-Unis veulent mener contre la Chine. Car plus encore que de rendre l'Amérique grande à nouveau, Make America Great Again, Trump veut surtout s'assurer d'une chose, que la Chine, elle, reste faible. Pendant un demi-siècle, la stratégie agressive de bras de fer des États-Unis a très bien fonctionné. Par la pression politique, économique et militaire, Washington gardait les pays émergents sous contrôle. Rappelez-vous que dans les années 80, c'est le Japon qui a été mis sous contrôle quand il commençait à monter en puissance. Et au début des années 90, c'était autour des tigres asiatiques, Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud et Singapour. Aujourd'hui, les États-Unis veulent rejouer ce scénario. Leur dernière carte, c'est couper l'accès au marché américain, espérer que ça suffira pour faire reculer l'adversaire. Ça a marché pendant des années, mais ça ne marche plus avec la Chine. La Chine est trop grande, trop développée et dispose de beaucoup d'autres alliés. Elle refuse de plier et ça change tout. Pékin réagit avec des droits de douane allant jusqu'à 125% sur certains produits américains, des machines, des produits chimiques, des pièces d'avion. Et en plus, elle limite les exportations de métaux rares. Oui, les États-Unis sont un partenaire commercial important, mais ils ne sont plus le seul. La Chine a retenu la leçon de la guerre commerciale lancée pendant le premier mandat de Trump. Depuis, elle a renforcé sa production intérieure, boosté sa consommation locale et surtout diversifié ses échanges commerciaux. Résultat, elle dépend de moins en moins des importations américaines et aussi de moins en moins des exportations vers les États-Unis. Avec la nouvelle route de la soie, la Chine construit depuis des années de nouveaux axes commerciaux et de nouveaux partenariats économiques. L'an dernier, plus de la moitié de son commerce extérieur passait déjà par les pays de cette route. Et cette part ne cesse d'augmenter. D'après l'historien et marxiste indien Vijay Prashad, qui était invité dans notre pays la semaine dernière, la stratégie pour tenir la Chine sous contrôle ne fonctionnera pas. Écoutez Vijay. Les entreprises technologiques chinoises, qu'il s'agisse de Huawei ou de BYD qui fabriquent des voitures électriques, sont bien meilleures, plus efficaces et capables de fabriquer des produits moins chers pour le marché mondial que les entreprises américaines. Les téléphones Huawei sont bien meilleurs que les téléphones Apple. Les voitures BYD sont bien meilleures que Tesla. C'est un sérieux défi pour le capitalisme américain. Et au lieu d'y répondre de la manière dont les capitalistes devraient le faire, c'est-à-dire en investissant pour fabriquer de meilleures voitures et les rendre plus efficaces, les États-Unis utilisent les droits de douane pour faire pression sur la Chine et ensuite utilisent leur armée pour intimider la Chine. Cela ne marchera pas. La Chine a déclaré qu'elle n'entrerait pas dans un autre siècle d'humiliation. Aucun pays du Sud n'est disposé à être humilié à nouveau. Trump tente quelque chose et je ne pense tout simplement pas que cela va fonctionner.
I just don't think it's gonna work. Cela ne marchera pas, dit Vijay Prashad. Cela ne marchera pas. Oui, cette guerre est peut-être économique et pas militaire à ce moment, mais elle ne rendra pas le monde plus sûr. Le monde n'a rien à gagner d'une pensée en bloc qui divise l'économie mondiale en deux blocs rivaux. Les grandes puissances devraient être les premières à baser leurs relations sur le dialogue et le partenariat, et pas sur la confrontation, ni sur des alliances opportunistes. Oui, nous devons rompre avec la logique de la guerre froide. Ne nous laissons pas entraîner dans des guerres commerciales de quitte ou double, où soit on gagne tout, soit on perd tout. Cette confrontation avec la Chine risque d'entraîner tout le monde dans un tourbillon dévorant et destructeur. Et ça non plus, ça ne marchera pas. Ce n'est pas en construisant de nouveaux murs qu'on va relever les défis de demain. Non. C'est en travaillant ensemble, en développant l'industrie, en investissant dans la recherche, l'innovation et les infrastructures qu'on va progresser. C'était Tout bascule. Cet épisode a été réalisé avec la collaboration de Gilles Feerts, Ben van Dupe et Stéphane van Parijs. Un grand merci aussi à Lieselotte de Groot, Kat Smet, Adrien Thirion et Benjamin Pierrard de l'équipe de Facto, et à Livia Lumia et Charlie Galbin pour cette version francophone. Merci aussi à Bert Plaskart pour la musique. Dites-nous ce que vous en avez pensé, partagez cet épisode avec celles et ceux qui doivent l'entendre et surtout abonnez-vous pour nous retrouver le mois prochain entre deux vidéos de chat sur YouTube. À très bientôt. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.